Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, il était temps, je sais qu'on est vraiment très proche de Noël, en tout cas des fêtes de fin d'année, mais je suis encore dans la move, enfin dans le move en tout cas, j'allais dire dans la mouvance, dans le move du coup automnal. Je voulais vous faire enfin mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge parce que oui, c'est le challenge du coup sur l'automne qui s'est déroulé de septembre à début décembre, je crois, un truc comme ça. Bref, et je voulais enfin vous parler des lectures que j'ai faites durant ce challenge. On va voir ensemble quelle catégorie j'ai réussi ou pas à cocher, à remplir. Et on va voir si pour la première fois de toute ma vie, j'ai réussi enfin un challenge littéraire. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors je reprends mes notes. Et sur le premier du coup menu de Automne frissonnant avec la première catégorie Viens flotter avec nous qui réunissait les mots-clés horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge, j'ai réussi à lire le graphique Le Patient de Timothée Le Boucher, édité chez Glénat. Depuis le temps que je devais lire du coup ce roman graphique de cet auteur dont je vous parle hyper régulièrement, Timothée Le Boucher, que j'ai découvert il y a quelques années en commençant du coup à vous parler de livres sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un auteur que j'admire, un BDiste que j'admire. Et puis c'est vraiment la petite pépite parce que je me dis que j'aurais vraiment pu passer à côté. J'avoue, et je continuerai de le dire hein, sans honte, le style graphique du coup n'est pas du tout ce vers quoi j'ai tendance à aller habituellement. C'est un style graphique très particulier je trouve, mais qui fait du coup tout le charme et toute la particularité du coup de ces textes, enfin de ces ouvrages en tout cas. Bref, donc Le Patient, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire... ça commence à remonter un petit peu, pardon, mais c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui est arrêtée dans la rue couverte de sang et il semblerait que toute sa famille ait été assassinée, excepté l'un de ses frères qui est tombé dans le coma. Et donc cette pauvre jeune fille est accusée du coup du meurtre de sa famille. Donc vraiment l'horreur totale. Quelques temps plus tard, on retrouve en fait une psychologue qui est spécialisée en criminologie, victimologie, qui se rend au chevet du frère donc tombé dans le coma, qui commence à se réveiller mais qui est littéralement bloqué dans son propre corps, une autre sorte de cauchemar, bref, qui a été en plus défiguré, enfin du coup amoché par il semblerait donc sa sœur. Et donc la psychologue va s'intéresser à ce cas en particulier et trouver véritablement ce qui s'est passé et accompagner du coup ce jeune homme pour lequel elle finit par se prendre presque d'affection. Et c'est un thriller psychologique absolument... comment dire, j'allais dire terrifiant, mais c'est pas vraiment dans ce qu'on voit ou voilà, dans ce qui se passe. C'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus sournois, j'ai envie de dire. Encore une œuvre magistrale de Timothée Le Boucher que j'ai trouvé vraiment spectaculaire. Alors, je m'y suis un peu plus attendue parce que j'ai commencé déjà à découvrir plusieurs titres de l'auteur, donc il y a quand même des choses que je retrouve et puis des choses auxquelles peut-être je m'attends un peu plus, mais peut-être j'ai été un petit peu moins surprise, même si il continue à nous faire tourner en bourrique, à nous retourner le cerveau complètement, un petit peu moins surprise qu'avec Ces jours qui disparaissent, qui m'avait complètement bluffée, ou beaucoup moins... ça touche beaucoup moins au fantastique que par exemple dans la première partie de 47 cordes, mais c'est noir quoi, c'est vraiment noir, mais qu'est-ce que c'est bon et c'est bien fait et c'est... Il y a cette espèce d'ambivalence tout le temps entre tout quoi, entre les histoires, les sentiments, les personnages, tout est un peu ambivalent, on sait pas trop sur quel pied danser, ni ce qu'on est censé véritablement ressentir parce que entre le bien, le mal,
voilà, du coup il y a des choses un peu contraires, un peu... Bref, il joue véritablement avec nos nerfs et j'adore ça. Donc vraiment ça a été encore une superbe découverte d'un ouvrage encore de Timothée Le Boucher, et je ne rêve que d'une chose, c'est de découvrir la suite de ses œuvres. J'avoue que je n'ai aucune ficherie idée de la suite des événements. J'ai envoyé du coup des bouteilles à la mer auprès de l'auteur, auprès de la maison d'édition pour savoir un petit peu où en était la deuxième partie de 47 cordes, etc. Resté sans réponse malheureusement, silence radio des deux côtés, donc j'espère, je croise les doigts surtout que tout aille bien et que les choses suivent son cours tout simplement et qu'on puisse découvrir la suite très bientôt, mais voilà, encore un ouvrage vraiment que je vous recommande de l'auteur. Deuxième catégorie, l'enfer des backrooms, dimensions parallèles, cryptique, labyrinthe, internet, légendes urbaines et mystères. Et pour celui-ci, j'ai aussi validé cette catégorie puisque j'ai lu Seule la mort attend la vilaine, le tome 2, pardon, de Swole et Bongyeol, donc sorti aux éditions Kotun. Et voilà, c'est encore cette histoire, vous savez, de cette fille qui commence à devenir addict d'un jeu, vous savez, avec, comment dire, des réponses et des choix multiples qui vont influencer du coup la suite de l'aventure, la suite de l'histoire. Et elle se réveille dans le corps un jour de l'une des protagonistes, qui n'est pas le personnage principal, mais bien la méchante qui est censée mourir, etc. Et pour sauver ses fesses, elle va devoir la jouer fine parce que concrètement elle n'a pas plusieurs chances, et elle va devoir augmenter en fait ses points d'affinité avec les personnages masculins de l'histoire, et voilà, et franchement c'est hyper addictif, c'est très très bien fait, j'ai adoré ce tome 2. Je me suis procuré le tome 3 dans la suite, ça c'est un spoiler, et voilà, j'ai hâte de découvrir la suite, mais en tout cas j'étais très contente de valider cette catégorie avec ce petit graphique qui est passé comme une lettre à la poste. Et j'ai également du coup pour cette deuxième catégorie lu L'amant nu de Lucas Tatiazim, sorti chez Inceptio. Je suis super contente parce que ce titre me faisait hyper envie depuis très longtemps. Je l'avais acheté lors du salon littéraire de la ville de Niort. Et j'avais rencontré l'auteur, d'ailleurs il doit être dédicacé, ouais absolument. Et il avait été hyper intéressant, il m'avait pitché son livre et tout, et j'avais dit voilà. Et en plus je crois que c'est le premier titre de chez Inceptio que je lis enfin, parce que j'en ai quand même pas mal dans ma pile à lire, et que j'avais pas encore franchi le pas, je crois bien que c'est le premier. Bref, très contente. C'est un thriller du coup compté à rebours, donc vraiment j'étais là, quoi? Mais comment on peut faire ça? Et comment, en commençant par la fin, on a envie de lire, vous voyez, la suite de l'histoire, quoi, concrètement. Oh, mais il réussit ça magistralement, un truc de fou. On va suivre Juliette, du coup, une mystérieuse joueuse d'échecs, un petit peu écorchée de la vie, on sent, voilà, un petit peu quand même sur la corde raide, qui est en couple avec Gabriel. Gabriel qui a été accusé de meurtre, enfin suspecté de meurtre quelques années plus tôt il me semble, et ce qui a complètement bousillé sa vie puisqu'il a été relâché faute de preuves, etc. Mais les gens continuent à croire que c'est lui évidemment, et elle va décider en fait de mener l'enquête pour tenter de prouver son innocence. Voilà, donc en gros c'est un petit peu ça la base, sauf que vous n'êtes pas prêts, ça va tellement plus loin que ça. Et vraiment, cette lecture n'a pas toujours été simple parce que l'auteur a une écriture un peu particulière à laquelle il faut un petit peu prendre le temps de s'habituer, je vous avoue. Il y a parfois l'emploi de quelques tournures de phrases, même d'un champ lexical un peu particulier qui facilite pas, en tout cas qui est pas, comment dire, accessible pour tout le monde, je trouve. Et puis au moment où t'as envie de dire mais enfin tu vois, de lâcher, et bam, il te rattrape pile poil ce qu'il faut. Donc vraiment un chouette talent d'écriture, vraiment. Et puis alors concrètement l'histoire, du coup la trame narrative, le fait que ce soit compté à rebours, qu'à la fin de chaque chapitre il y a un truc qui te dit ah mais non mais il faut absolument que je découvre le chapitre d'après pour découvrir ce qui s'est passé avant et comment on en est arrivé là, c'est ultra addictif, je vous le dis.
Par contre c'est poisseux, c'est noir, c'est... Ah, c'est pas à attendre hein, tout le temps, mais en tout cas une très très chouette découverte, vraiment. Très contente de l'avoir lu. Donc n'hésitez pas à découvrir La Menthe Nue si vous avez envie d'un petit truc un peu surprenant et un peu noir. Alors enfin, cette fois, la troisième catégorie, parce que j'avais quand même oublié le deuxième titre, donc Perfectly Splendid, avec les thématiques fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Cette fois j'ai bien 3 titres à vous présenter. Le premier c'est un petit graphique qui traînait dans ma pile à lire depuis longtemps. C'est le premier tome de Mes voisins les esprits de Shirotori Ushio, donc sorti chez Doki Doki. Du coup assez étonnée, très beau, très graphique, vraiment très joli, c'est un très joli manga. J'essaierai de vous inclure quelques petites planches. Très joli manga, du coup, un univers, un bestiaire, une mythologie autour voilà, des esprits, tout ça, auquel je suis pas super... à laquelle je suis pas super habituée. Donc vraiment, je pense que je loupe quelques trucs, mais ça m'empêche pas du tout de comprendre ou de lire, mais je pense que quand on connaît un peu plus cette cosmogonie-là, je pense que voilà, on peut reconnaître d'autant plus de choses. Bref, on suit une jeune fille, Ashio, qui emménage avec son chat dans une vieille maison abandonnée où se passent des choses très étranges, où ont vécu avant des personnages, enfin voilà, qu'on va plus ou moins découvrir par petites touches au fur et à mesure. Et en fait, vous vous doutez, cette maison est très particulière puisque c'est un lieu d'attraction, de passage, voilà, pour les esprits. Et on va découvrir plusieurs personnages rattachés à cette maison, tout ça. Il y a un peu de mystère, il y a un peu de choses qui donnent très envie de lire la suite, pour être honnête. Il y a des petites choses qui sont un petit peu, un petit peu effrayantes, mais vous savez, juste de quoi vous faire un petit peu frissonner, puis paf, voilà, tout se passe bien, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est assez chouette, c'est intriguant. C'est un univers que je maîtrise pas du tout, donc vraiment je suis très curieuse de découvrir la suite. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire, donc ça devrait pas trop tarder. Alors le deuxième titre que j'ai découvert dans cette catégorie, évidemment, c'est le tome 2 de Trina Jones, ma petite saga chouchou de démonologie, donc qui s'appelle Marque démoniaque de Merci Bastard aux éditions donc Alter Réel. Je me suis procuré le tome 2 et le tome 3, donc Dernières Aventuriales, donc vraiment trop contente. Et on continue de suivre donc Trina Jones, qui est une jeune femme un peu badass, tout ça, qui est en charge en fait d'exorcisme, bon bref voilà, elle a des pouvoirs un petit peu, voilà, qui permettent de renvoyer les esprits dans l'au-delà, de combattre du coup les possessions démoniaques, les maisons hantées, etc., etc. Elle a une équipe autour d'elle. Le premier tome du coup l'a envoyée dans plusieurs endroits différents, même si j'avais beaucoup aimé du coup l'épisode de l'hôpital psychiatrique, mais ensuite on l'a envoyée dans une grande maison, grande maison, grande villa, avec son équipe, avec du coup un homme pas très agréable, bref. Et il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place, beaucoup de secrets qu'on commençait à apercevoir, en tout cas beaucoup de mystères. Et dans ce tome 2, eh bien, on ne déroge pas à la règle, c'est ultra addictif, méga addictif. Vraiment, à la fin du tome 2, j'ai hurlé et l'autrice m'avait prévenue, elle m'avait dit prends le tome 3, vraiment, prends le tome 3 parce que sinon tu risques de mal le vivre. Merci beaucoup de m'avoir conseillé ça parce que, en effet, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. L'univers en fait prend vraiment de l'ampleur et de plus grands enjeux et de plus grandes proportions. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. J'ai toujours un gros coup de cœur pour ces personnages, vraiment je les aime d'amour, voilà. Donc j'ai hâte, ça me prend et ça m'emporte directement. Si vous aimez du coup l'urban fantasy, enfin voilà le côté un petit peu. Si vous n'êtes pas rebuté par les zones, n'importe quoi.
comment dire, si vous n'êtes pas rebuté par les scènes un petit peu sexuelles, mais bon, qui restent quand même gentillettes, eh ben allez-y, faites-vous plaisir, vous allez rigoler, vous allez être emporté et passionné par Trina Jones, donc voilà, je vous le conseille. Oh là là, un titre aussi qui m'avait paru hyper alléchant à sa sortie, donc je suis très contente de l'avoir lu enfin, c'est Le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier, sorti chez Albin Michel. Donc on est ici dans les années 1830, donc en automne, plein Paris. C'est du coup les journées révolutionnaires de juillet, vous avez, enfin voilà. Et on va suivre un personnage qui prend la suite un petit peu de Vidocq, donc qui s'appelle Valentin Verne, qui est un enquêteur du coup du bureau des mœurs, qui va être, comment dire, muté à la brigade de sûreté. Et il doit élucider en fait une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Alors ça vraiment c'était bien construit, ça m'a un peu perturbée, je vous le dis, parce que je l'ai écouté en livre audio et que le livre audio ne m'a pas totalement convaincue, mais je l'ai fini en livre papier et du coup ça s'est bien mieux terminé. C'était hyper intéressant, vraiment l'enquête est digne du coup de l'univers dans lequel il est plongé. Enfin dans laquelle elle est plongée. Ça a pris quand même, ça s'est attaqué à des thématiques auxquelles je m'attendais pas du tout, pour être honnête. Donc un peu perturbée par ça. Trigger warning, du coup, s'il y a certains sujets qui sont touchy pour vous, voilà, peut-être juste renseignez-vous un petit peu plus, parce que bon, il y a des trucs un peu berk, donc que moi j'aime pas beaucoup, mais bon, dans celui-ci ça allait à peu près, ça m'a mis légèrement mal à l'aise, mais ça allait, c'était lisible, mais bon, point trop d'infos non plus. J'ai pas eu un coup de cœur, mais ça a été une bonne lecture, franchement, intéressante. Mais voilà, du coup je sais pas, est-ce que c'est le coup du livre audio vraiment qui m'a pas convaincue? À voir, peut-être que je le relirai entièrement en version papier, et ce qui me permettra de me construire, voilà, mon propre univers visuel. Peut-être ce sera un peu plus concluant. Bref, mais en tout cas très bonne lecture quand même. On poursuit du coup avec le second menu, Automne, douceur de vivre, et on passe directement à la troisième catégorie, la dame chouette des îles bouillonnantes, qui répertoriait les mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et pour celui-ci, je n'ai lu qu'un tout petit manga, mais je suis très contente parce que c'est le troisième tome d'une série, troisième et dernier tome, donc j'ai fini une série. Il s'agit d'enfin Little Witch Academia, donc le tome 3 de Keisuke Sato aux éditions Nobinobi. Donc cet univers que je connais déjà très très bien, j'ai vu l'animé en plus qui était disponible pendant un temps sur Netflix, je sais pas aujourd'hui, je saurais pas vous dire. Mais bref, on poursuit du coup les histoires d'Ako et de ses amis, et vraiment un régal pour les yeux, et voilà, un univers hyper réconfortant, hyper cocooning, donc faites-vous plaisir si vous aimez les petits univers comme ça, vraiment un régal. On poursuit du coup avec le troisième menu, Automne des bois et au-delà. Et on passe à la première catégorie, pomme alors. C'est le goût de la tarte aux amandes, avec les mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnalité, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Et cette fois, je vais vous parler de l'un de mes coups de cœur de cette année 2023. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune aux éditions de Saxus. Je vous en ai parlé, je crois, lors d'un vlog, donc ça n'est pas une grosse surprise. J'ai adoré cette lecture, vraiment un régal. J'ai pris, comment dire, un plaisir similaire au plaisir que j'avais eu à découvrir un univers tel que Harry Potter par exemple. Un petit truc, un goût de nostalgie, vous voyez, de Madeleine de Proust, un truc hyper qui touche hyper à notre enfant intérieur. Enfin bref,
je pars loin, mais bref. On va suivre Arthur, non c'est Arthur Parnassus, c'est pas lui, c'est l'autre, Linus Baker. Donc Linus Baker qui est un fonctionnaire du ministère de la jeunesse magique qui est chargé d'aller rendre visite en fait aux orphelinats et comment dire foyers d'hébergement des jeunes, des enfants qui présentent du coup des pouvoirs magiques, quels qu'ils soient, parce que vraiment c'est pas c'est pas genre que des petits sorciers tout ça, c'est plein de créatures magiques diverses et variées. Et Linus, lui, c'est un fonctionnaire, un pur et dur, comme on pourrait en trouver du coup chez nous. Je dis ça, je suis fonctionnaire, mais vous voyez un petit peu. Vraiment dans le côté très administratif du terme, en fait. Et un jour, le ministère lui confie une mission très spéciale, secrète, etc. L'envoyer dans une maison, sur une île, totalement paumée, personne connaît, personne n'est au courant, qui abrite en fait une maison qui accueille 6 enfants extraordinaires, très très particuliers. Et cette maison est menée par un homme, Arthur Parnassus. Et Linus va débarquer là-bas avec quelques petits a priori quand même. Et il va devoir enquêter pendant quelques semaines pour découvrir si la maison est bien tenue, si on s'occupe bien des enfants, si on leur apporte le soin que leur capacité du coup nécessite, etc. Et vraiment... Mon Dieu, quelle boule d'amour je me suis pris en pleine face. Mais voilà, je n'ai que ça à dire. Vraiment l'un de mes coups de cœur 2023. Si vous ne l'avez pas encore découvert, eh ben, je vous invite très très chaleureusement à le lire. Deuxième catégorie, légende de la hache noire avec les thématiques médiévales, chevaleresques, quêtes, épopées, illustrées et fantaisie. Et pour cette catégorie, j'ai lu un petit graphique que j'avais très très envie de lire, qui dormait dans ma balle depuis mais tellement trop longtemps. Il s'agit du tome 1 de Rose and Crow, le livre 1 d'Amélie Sarne et Lise Garçon aux éditions Delcourt. Donc ici j'essaierai de vous intégrer aussi quelques planches parce que vraiment ça donne très envie. Alors l'histoire, que je me rappelle un petit peu, on suit Rose qui a un pouvoir très particulier de faire pousser des plantes, les végétaux, enfin la nature, tout ça. Et Rose, elle vit du coup avec son grand-père, si je me trompe pas, et elle doit absolument cacher du coup son pouvoir. En tout cas, c'est ce que son grand-père lui a répété vraiment, il semblerait très longtemps, jusqu'au jour où concrètement, crise d'adolescence et tout machin, un personnage débarque chez eux, un personnage très très mystérieux, très énigmatique, un homme qui s'appelle Crow, qui a le pouvoir de se transformer, vous le devinez, en corbeau, et qui lui propose de l'emmener à Udover, donc le monde au-delà du ciel, où elle pourra découvrir enfin la vérité sur son passé et sur ses origines et sur ses pouvoirs, etc. Et voilà, et c'est... Je sens gentiment, voilà, cet univers m'appeler, ces personnages aussi très à leur, comment dire, à leur façon, chacun hyper attachant. Donc j'ai hâte, vraiment. C'était bon, mais c'était trop court. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite avec le tome 2, mais très très chouette. On passe directement à la catégorie numéro 4, intitulée Rocket Raccoon on the Run, avec les mots-clés mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de lire enfin. D'abord je l'ai écouté en audio et je crois que je l'ai fini en version papier. Le tome 1 des Brumes de Cendrelune, intitulé Le Jardin des âmes de Georgia Caldera, aux éditions J'ai lu ici. Moi je l'ai écouté aussi sur Audible pendant un temps parce que bon bref, il était accessible vraiment pas très très longtemps, mais bref, j'ai eu le temps de l'écouter un petit peu. C'était super cool et j'étais tellement contente de le sortir de ma palle parce que je crois que ça fait partie des premiers livres que j'ai achetés, enfin en tout cas la première année ou un truc comme ça. Bref, ça fait super longtemps que j'avais dans ma pile à lire et que je voulais lire. Alors je m'attendais pas à un univers aussi burk.
comment dire, j'étais choquée parfois des descriptions, mais un peu dégueulasses, quoi, on va pas se mentir. Alors, je rentre un peu trop dans les détails sans vous raconter de quoi ça parle. Alors, j'avoue que ça commence à remonter un petit peu parce que je pense que c'est les premières lectures que j'ai fait au mois d'octobre, au mois de septembre même. Alors, dans le royaume de Cendrelune, les dieux épient les pensées des hommes et leur exécuteur l'ombre veille à condamner tous ceux qui nourriraient des envies de rébellion. Or, il semble que certaines failles existent. À l'âge de 17 ans, Céphise ne vit en effet que pour se venger. Depuis qu'on l'a amputée d'une partie d'elle-même et privée de sa famille, oui parce que on a tué ses parents et on lui a remplacé un bras et une jambe par des trucs mécaniques. Vraiment, c'est un plaisir. Elle ne rêve plus que d'une chose, s'affranchir de la tyrannie du tout-puissant Orion, Dieu parmi les dieux, et contre toute attente, il se pourrait qu'elle ne soit pas seule. Oui, parce que le gars, du coup, qui décide un petit peu tout, en fait, même contrôle même les pensées en fait de ses sujets. Du coup, s'il y en a un qui commence à dire ouais, c'est pas très cool cette action, tout ça, ou genre est-ce que c'est vraiment une bonne décision? Bim, au revoir, merci. Donc c'est un petit peu chaud patate quand même. Alors j'ai trouvé ça quand même hyper intriguant, hyper original aussi. Parce qu'on suit un récit alterné, donc entre Céphise, donc ce personnage du coup qui fait partie des sujets, qui semblerait faire partie des sujets un peu lambda du royaume, et sauf que bon, sa petite différence c'est que elle pense un petit peu à beaucoup de choses et a priori elle échapperait à la surveillance d'Orion. Et on va suivre un autre personnage qui s'appelle Verlaine. Je crois que c'est Verlaine, ouais. Et lui, il a une place un petit peu différente puisqu'il fait partie de la cour du roi, enfin du dieu. Et il a une place que je vous laisserai découvrir parce que ça fait quand même tout l'intérêt du livre. Et voilà, et j'ai trouvé ça chouette. Je me suis un peu attachée au personnage, même si je sais pas, il y a une sorte quand même de comment dire, de hauteur par rapport, de prise de hauteur par rapport au personnage. Mais en tout cas vraiment très intriguant et un univers hyper original. J'ai trouvé, on mêle du coup différentes mythologies, différents types de dieux, etc. J'ai rarement lu ce genre d'univers, donc j'étais très intriguée. Bref, je vous recommande, et à voir vraiment pour la suite. Je sais pas trop où ça peut aller, mais voilà. Quatrième menu, cette fois il s'agissait d'automne rayonnant, et la première catégorie, Will Always Find a Way, regroupait les mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Et j'ai lu 2 titres du coup pour cette catégorie, alors 2 titres graphiques évidemment, mais j'ai quand même je suis très contente d'avoir découvert Secrets of Magical Stone de Marimu aux éditions Vega Dupuis, qui m'avait été offert par ma petite Letty du coin lecture de Galae. Alors vraiment du coup un petit manga, un premier tome de manga hyper prometteur, puisque j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé en fait dans Little Witch Academia. Donc on suit encore une héroïne un petit peu maladroite, un petit peu voilà du coup, mais très attachante, qui va débarquer dans une école. Alors là on est sur un genre de magie un peu différent, puisque du coup ce sont les pierres qui possèdent des capacités extraordinaires dont du coup certains personnages peuvent se servir, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, très intriguant, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Voilà, du coup rien à dire, mais un super moment du coup passé avec, elle s'appelle, j'ai oublié son nom, Mana, la jeune Mana, donc vraiment laissez-vous tenter. Et puis un autre graphique qui traînait dans ma palle depuis bien trop longtemps et que j'ai adoré, il s'agit d'Arcana, le tome 1, le Coven du Tarot de Serena Blasco, aux éditions Dracou évidemment, qui est un superbe objet, déjà, on va pas se mentir. J'ai adoré du coup le style graphique, et je vous mettrai des planches parce que ce sera, voilà, avec la ring light c'est pas ultra cool. Du coup on va suivre cette histoire en fait de Fauna et Flora qui vivent sur 2 îles différentes, qui sont en fait jumelles. Elles vont se retrouver à l'occasion de leur nomination
pour intégrer en fait la brigade des arcanes majeures au Coven du Tarot, et elles sont envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage. Et donc c'est là où elles vont se dire mais on se ressemble un peu. Bref, donc voilà, et du coup y a prophétie, blablabla, danger, tout ça qui vont se mettre en place, et c'était super intriguant, super intéressant. En plus c'est une BD qui est quand même assez épaisse, je sais plus combien de pages, elle fait plus de 110 pages, donc on a le temps quand même d'en apprendre un petit peu, donc c'était quand même hyper sympa et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. C'est un superbe objet livre que je vous recommande à 10 000%. Concernant la deuxième catégorie qui s'intitulait L'esprit indomptable de Jo March, avec les mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine, j'ai lu Rose et Massimo de Félix Radu. Alors oui, ce n'est pas une femme, mais bref, sorti chez Fayard, qui est du coup une petite pièce de théâtre qui a été écrite donc par cet auteur comédien dramaturge belge de 27 ans que je suis sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps maintenant, suite à l'écoute d'une de ses chroniques qu'il avait fait sur une radio, je crois une radio belge, et qui m'avait fait vraiment l'effet d'une claque littérale, que ce soit par rapport au texte qu'il avait écrit ou par rapport à sa façon en fait j'allais dire de le lire, mais c'est plus que le lire, c'est de le vivre, de le compter. C'était merveilleux, vraiment. J'adore sa voix, sa plume, enfin j'adore tout. Donc j'étais très curieuse de découvrir cette pièce qu'il avait écrite il y a quelque temps. Donc Rose et Massimo, qui va reprendre un petit peu les codes et qui va faire plein de clins d'œil en fait au théâtre classique et au texte des plus grands. On retrouve des codes du coup de Musset, de Shakespeare, enfin bon bref, voilà. Mais en gros, Massimo est un jeune poète oisif et un matin son ami Aldo le réveille à la hâte puisque Aldo doit donner des cours à la... Je sais pas si c'est une princesse, si ça doit être une princesse, et Massimo du coup va devoir remplacer Aldo. Vous vous doutez bien. Et du coup, la princesse et lui vont tomber amoureux, évidemment, donc Rose et Massimo. Et c'était chouette, c'est hyper bien écrit. On retrouve vraiment, comme je vous ai dit, tout le charme. Et le charme parfois un peu désuet, mais le charme quand même du classique, mis à la sauce quand même un peu moderne. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Ça se lit très 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 bien, du coup c'est même pas une centaine de pages, donc n'hésitez pas et découvrez la plume parce que elle vaut carrément le coup. Et pour finir du coup, enfin, ce challenge, eh bien la catégorie numéro 3 qui s'appelle, je sais pas du tout comment on le prononce, donc vraiment, pardon, Shul Arun Maureen, donc avec les mots-clés Irlande, petit peuple, mythe et légende celte, nature writing, et je sais pas quoi, et vert, voilà, pardon. Et bien évidemment j'ai lu, ah oui mais je suis trop contente, La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan aux éditions Prisma, qui était aussi l'un des titres premiers que j'ai acheté il y a quelques années quand j'ai ouvert ma chaîne. On va suivre du coup Nina qui est bibliothécaire à Birmingham et qui va, pour plusieurs raisons, du jour au lendemain, décider de partir sur les routes, donc en Écosse, ouvrir une bibliothèque, en fait, une librairie itinérante, donc dans un van, etc. Et voilà, comment vous dire, Écosse, librairie, amour des livres, tout ça, histoire d'amour évidemment, et ben on n'en demandait pas tant. Donc j'ai adoré découvrir ce titre, même si ça n'a franchement pas été le coup de cœur de l'année, c'est pas... Voilà, mais du coup pour la période et les ingrédients faisaient que c'était pour passer un bon moment, c'était parfait. Donc vraiment une chouette lecture, voilà, vraiment une chouette lecture. Je connaissais pas Jenny Colgan, je crois pas en avoir déjà lu. J'ai bien aimé, voilà, ça n'a pas été un coup de cœur mais j'ai vraiment bien aimé. Après bon, pas de réelle surprise honnêtement, mais vraiment charmant.
Voilà, une lecture charmante, je n'ai rien d'autre à dire. Et puis pour les petits bonus, parce que faut quand même pas déconner tout à fait, j'ai lu également, hors catégorie je vais dire, le tome 4 pardon, de Sorceline qui s'appelle Rêve et Cauchemar de Sylvia Douillet et Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest, que j'ai bien apprécié aussi. Vraiment, je suis très embêtée avec cette série parce que j'ai l'impression de me répéter et répéter à chaque fois. Et je trouve ça très embêtant parce que c'est une série que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire. Je trouve que les graphismes du coup sont hyper agréables. C'est très beau quoi. Et puis l'histoire, l'univers, tout ça est hyper agréable. Il y a des secrets, il y a une enquête, tout ça. Il y a un fil rouge tout le long. Donc vraiment, on a super hâte. Mais il y a un vrai... Là, vous m'enlèverez pas de la tête qu'il y a un vrai problème du coup. Il manque vraiment parfois de lien entre deux planches. Enfin, il y a des choses qui manquent, quoi. Ça manque de cohérence parfois. Et c'est dommage. Vraiment, je trouve ça dommage parce que c'est un superbe... Comment dire, c'est une superbe BD jeunesse, mais moi, ça me pose vraiment problème parfois. Je trouve que ça dessert le récit. Il y a des choses qui paraissent du coup un peu... sorti de nulle part et tu te dis mais attends, il y a 2 pages collées, c'est pas possible, il manque un truc. Bref, donc voilà, ouais, il y a un petit problème de découpage je trouve. Et malheureusement je redis la même chose à chaque fois que je lis un nouveau tome et ça m'embête parce que je me dis mais du coup est-ce que je vais la garder? Est-ce que je vais la poursuivre? Bah je sais pas, parce que je trouve que c'est un peu dommage. Et puis bah oui, voilà, c'est un peu dommage clairement. Et puis bah l'histoire perd un peu de sa cohérence. Voilà. Bref, en tout cas, en octobre, j'ai également lu 2 titres deux titres audio. Alors, je rigole parce que quand je vois le deuxième, ça me... Je vais peut-être commencer par ça, comme ça je finirai par une bonne note. Donc j'ai lu Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 4 de Naël Charles, il me semble, je crois, aux éditions... Je sais plus, je vous mets tout ça ici. Bref, moi je l'ai écouté sur Audible, comme d'habitude, puisque c'est une des sagas que j'écoute en audio. Et je vous avais raconté du coup mon énorme problème avec le tome 3. Vraiment qui avait été un déchirement parce que j'avais vraiment bien aimé. Alors c'était pas gagné hein, parce que la thématique, tout ça et tout machin était particulière. Et j'ai eu un vrai coup de cœur finalement pour ces 2 premiers tomes de saga. Le 3e, changement du coup de lecteur, enfin d'acteur, de narrateur, ça a un peu tout pété. Et aussi, et c'est pas que ça, hein, et aussi du coup les actions et le comportement du personnage masculin dans le tome 3, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je m'étais dit, bon, allez, laissons une dernière chance du coup au tome 4, peut-être que, bon, il y a un truc qui va sauver un peu les meubles. Non, je vais vous dire non. Non, ça ne sauve pas les meubles du tout, c'est problématique toujours. Je déteste le personnage masculin, je le déteste, je le déteste. Voilà. Je n'arriverai pas à passer au-dessus, donc même si en période de fête, tout ça, le pardon, eh ben non, pas lui. Non, je ne veux pas, et je ne veux pas en plus qu'on lui pardonne, c'est pas possible, enfin à un moment, stop quoi. Donc ça m'énerve parce que j'aime bien cet univers, je trouvais que c'était prometteur, je trouvais que ça pouvait être une série doudou, voilà, dans laquelle j'aurais bien aimé revenir et dans laquelle c'était facile de s'identifier, de se projeter, tout ça, et puis lui, bah non quoi. Non, j'aime pas les actions des personnages, j'aime pas leurs réactions, j'aime pas... Non. Donc dommage, mais non, ça n'a pas sauvé les meubles. Est-ce que je lirais un tome 5 s'il sort ? Oui, j'aime me faire du mal, je suis maso, peut-être. Mais je râlerai probablement encore et toujours, donc voilà. Et par contre, dernière lecture que j'ai fait en octobre aussi, et que par contre ça a été une super découverte et une super lecture, audio, toujours. Alors au début, en fait, j'ai pas reconnu. En fait, la couverture de l'audio, c'est ça. Je vous montre, voilà, la couverture de l'audio.
Bon, très honnêtement, alors, voilà, faut pas juger tout ça, mais j'avoue quand tu vois une couverture comme ça, on va pas se mentir, on catégorise tous plus ou moins ce genre, voilà, enfin en tout cas ce type de couverture dans un genre un peu spécial, un peu particulier. Et pas toujours pour de bonnes raisons. Et en fait, il m'a fallu un petit peu de temps avant de découvrir que ce titre, que j'ai fini par écouter parce qu'il était disponible gratuitement, en tout cas inclus dans l'abonnement Audible, je me suis mis à écouter ça et puis je me suis dit mais en fait c'est pas mal du tout. Ça se lit très très bien. Pour découvrir qu'en fait il s'agissait de ce titre en version papier que j'avais vu passer et que j'avais très envie de découvrir évidemment et que donc j'ai été très contente de lire. Il s'agit donc de La Brigade du Surnaturel, le tome 1 qui s'intitule Limbus Partum de Florian Impala, lu par Stéphanie Moussu, et sorti aux éditions je ne sais plus. Pardon. Bref, du coup, une très très chouette histoire, bien évidemment. Un urban fantasy. Donc quand un inconnu s'introduit dans son appartement, la vie de Claire Desfontaines bascule. Je vous lis le résumé parce que concrètement ça remonte un peu à trop loin. D'abord sur le canapé, puis sur le siège en cuir d'une berline années 60 pour un road trip sanglant vers les limbes. Car le bellâtre qui vient de braquer son intimité n'est pas de ceux à qui l'on refuse sa main. Envoyé par le Big Boss des enfers lui-même pour résoudre une affaire de meurtre en série, parmi ses ouailles démoniaques, il est bien décidé à faire de Claire, inspectrice de la brigade de la magie et du surnaturel, sa coéquipière. Il faut dire qu'elle est la meilleure et que le chronomètre est serré. Et pendant que ce duo improbable arpente les ponts entre les mondes à la recherche du cinglé qui saccage les demi-dieux, la Terre continue de sombrer lentement dans le chaos des surnates, ces humains contaminés par une magie vicieuse qui les dope à l'extase avant de les shooter à la folie. Et rien à part le Smith & Wesson et les deux doigts de l'inspectrice Desfontaines ne semblent en mesure d'arrêter ce carnage. Entre un Kill Bill, un Buffy et un American Gods passé à la bombe fluo de la romance, ce tome 1 de la Brigade du Surnaturel assaisonne tous les clichés du genre pour en tirer un cocktail de première main. Une traque mythologique, des hébatorides, des high kicks plus convaincants que ceux de Bruce Lee et un art de la punchline qui pimente l'urban fantasy de cette enquête démoniaque. Et voilà, et du coup en effet c'était super addictif, vraiment pas mal mené, bon rythme etc. De l'humour, du sexy mais sans être rien du tout. Donc vraiment c'était hyper chouette, j'ai super hâte de découvrir la suite, mais honnêtement j'aimerais le découvrir en audio, sauf que pour l'instant je crois qu'il n'est pas encore sorti, en tout cas aux dernières nouvelles il n'était pas encore sorti, mais voilà, et j'aimerais bien l'avoir en papier aussi évidemment parce qu'il restera dans ma bibliothèque. Bref, voilà qui clôt mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge 2023, je suis tellement contente cette année, même si ça a été laborieux, même si après j'enchaîne avec une grosse panne de lecture, c'est pas grave. Du coup je suis assez fière de dire que pour moi j'ai réussi ce challenge parce que j'ai vraiment lu pas mal, même s'il y a quelques graphiques etc. Et bah c'était cool, j'ai validé pratiquement toutes les catégories, donc vraiment les doigts dans le nez, c'était trop facile. Donc si j'y suis arrivée, ça veut dire très honnêtement que tout le monde peut le faire. J'espère que vous avez fait de chouettes lectures durant cet automne 2023. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me donner mon avis, oui bien sûr, à me donner votre avis sur les titres que j'ai lus. Et voilà, et n'hésitez pas à me demander aussi des infos supplémentaires si je n'en ai pas assez dit, ce sera avec grand plaisir, j'ai hâte de vous lire. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Pour ceux qui fêtent Noël, eh bien de bonnes fêtes de fin d'année à vous. Pour ceux qui ne le fêtent pas, eh ben une bonne fin d'année à vous aussi. Voilà, normal. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous embrasse très fort et vous dis salut!